Comme je dis souvent, la vie est faite de bonnes et mauvaises surprises. Et je pense qu'il faut savoir rebondir, il faut savoir surfer sur la vague sur laquelle la vie nous pousse parfois et pas aller à contre-courant. Et donc voilà, j'ai réussi à rebondir. Je pense qu'on va développer tout ça. On va développer tout ça, effectivement. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une émission dans laquelle on va parler de mieux se connaître, mieux communiquer, je dirais les inconnus là, mieux se comprendre avec les autres. Leblanc, c'est son nom et c'est juste son prénom. Bon, on a assez perdu de temps comme ça. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve à nouveau pour cette émission comme unique. La thématique de cette émission, bien sûr, c'est mieux se connaître les autres, mieux se comprendre et aussi comment mieux communiquer avec les autres. Et tout ceci, eh bien, nous le découvrons à chaque fois au travers d'un invité qui nous partage ses expériences de vie qui lui ont permis de savoir justement qui il ou elle était aujourd'hui. Justement, aujourd'hui, eh bien, je vais vous présenter notre invité. Il s'agit d'Axel Alétru. Bonjour Axel. Salut Vincent, bonjour à tous. Axel, première question, comment ça va? Comment tu te sens là, maintenant, tout simplement, là, à cet instant? Fraîchement bien, avec un petit radiateur qui nous juste derrière nous, on est parfait. Axel, quand tu te présentes aujourd'hui, conférencier sur la résilience et pilote automobile, tu dis quoi à quelqu'un en 2 minutes, comme ça, quand tu dois te présenter? Je lui dis que voilà, je me décris comme l'homme aux plusieurs vies. J'ai eu plusieurs vies, notamment dans le BMX d'abord, après dans le motocross où j'ai été plusieurs fois champion du monde et champion d'Europe. Malheureusement j'ai eu mon accident et après je me suis reconstruit dans la natation en e-sport où j'ai décroché plusieurs titres aux Jeux européens, puis ensuite le Graal où malgré mon handicap, parce que là-bas j'étais paraplégique, j'ai réussi à remarcher et ensuite revenir dans les sports mécaniques pour participer à un de mes rêves qui était de gagner le Dakar avec les valides. Et donc chose faite avec mon copilote en 2020, on remporte le Dakar et je deviens officiellement la première personne au monde handicapée à avoir gagné une catégorie sur le Dakar devant les valides. Beaucoup d'émotions. Donc plusieurs vies et quelle vie plutôt bien dense déjà à 32 hein. Alors je sais pas si je peux dire malheureusement ou heureusement, j'en sais rien. On saura jamais. Comme je dis souvent, la vie est faite de bonnes et mauvaises surprises. Moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Et je pense qu'il faut savoir rebondir, il faut savoir surfer sur la vague sur laquelle la vie nous pousse parfois et pas aller à contre-courant. Et donc voilà, j'ai réussi à rebondir. Je pense qu'on va développer tout ça. On va développer tout ça, effectivement. Est-ce que toi, tu as l'impression aujourd'hui de bien te connaître? Et je vais aller plus loin dans la question. C'est si tu disais le pourcentage à quel point je me connais, moi, Axel, il est à... Je suis très bon là-dessus. Je suis trop fort. Vraiment. Ouais, non, tu dirais quoi? Tu te connais à 100%? Ouais, 100%. Ouais. Pour que les gens comprennent bien, j'ai été athlète de haut niveau, plusieurs fois champion du monde de BMX, de motocross, puis en natation. Et donc j'ai eu mon accident. Et donc déjà, en tant qu'athlète de haut niveau, on se connaît bien son corps, parce qu'on doit toujours être au top. Le moindre petit pépin peut abaisser les performances. Et donc déjà, j'avais cette notion. Qui a été aiguisé au fur et à mesure, déjà. Finalement. Parce que j'ai commencé à mes 5 ans, le BMX. Voilà. Okay, ouais. Et ensuite, j'ai eu mon accident à 20 ans. Quand j'ai eu cet accident, tout ça s'est démultiplié. J'ai dû, là, vraiment aller encore plus loin dans la démarche. Avec comme tu le disais, au tout départ, suite à l'accident, tu sens vraiment très très peu. Moi, j'avais perdu l'usage de mes jambes. Ouais, mais tu as une petite sensation. Et j'ai une petite sensation dans la cuisse de gauche. Et j'ai réussi à l'exploiter au fur et à mesure. Puis ensuite, quelque chose s'est réveillé dans la cuisse de droite. Puis après une première victoire où j'ai réussi à me remettre dans l'eau. Puis ensuite, j'ai réussi à me remettre debout, cette fois sur la terre ferme, avec des attelles qu'on peut faire voir, qui tiennent mes chevilles à 90 degrés. J'ai pas récupéré tout ce qui est en dessous des genoux. Mais grâce à ces attelles, j'ai pu pallier à mes muscles paralysés pour ensuite remarcher 1, 2, voire 3 km. Ça, c'est la grande force de mon histoire. Et voilà, durant tout ce temps, j'ai appris énormément sur moi-même, sur le corps médical. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, toi qui es ancien kiné. Ancien kiné, ouais. Voilà. Ça me dit, bien sûr que je vois très bien. Je veux pas dire que je pourrais faire une rééducation pour les paraplégiques, mais forcément si. J'ai une expérience tellement forte que je pourrais vraiment être très bon là-dedans. J'entends l'anatomie du corps, tout ça. Au niveau du corps, j'entends que jusqu'au bout des oreilles, tu dois sentir jusqu'au bout. Ok, très bien. Il y a aussi la conscience du reste. Je pense notamment au niveau des émotions, par exemple. Est-ce que tu t'estimes que tu te gères bien, tu connais bien de ta façon de gérer les émotions et tout ça aussi? Vraiment très bien. Alors encore une fois, je suis passé dans plein d'étapes. Je ne veux pas dire la colère. Les gens peuvent dire la colère, mais non, j'ai jamais été en colère. Je me disais, mais voilà, tout est foutu, le désespoir. À un moment donné, on se dit, on va jamais y arriver. Après, j'ai réussi à mettre en place la résilience, qui est pour moi extrêmement important pour rebondir
quelle que soit la chose, après un échec, après la perte d'un proche, après voilà, un traumatisme. La définition de la résilience pour toi, c'est ça? Bon, je dirais ma définition personnelle, puisque chacun donne un peu une définition, je dirais que la résilience, c'est l'art de savoir naviguer entre les torrents tel un poisson dans l'eau. Forme de métaphore, ça me plaît bien cette histoire. Okay. Et la vie nous emmène sur des vagues, voilà, qui nous poussent à gauche, à droite. Et je pense que ça sert à rien d'aller à contre-courant et vouloir revenir en arrière, mais plutôt utiliser cette vague pour rebondir. Et donc cette résilience m'a permis d'accepter. Tant qu'on n'accepte pas, on pourra jamais rebondir par la suite, parce qu'on vit encore dans ce passé qui est douloureux. Et donc moi, ça m'a permis d'accepter. Enfin, la résilience, ce mot, voilà, mais j'ai accepté, voilà, très vite, m'a permis d'avancer pour ensuite réaliser de grandes choses. Je me connais très bien et mentalement, j'étais, voilà, dans la visualisation aussi sur ce protocole. C'est une technique qui a été approuvée par les scientifiques. Donc la visualisation, c'est vraiment incorporer au plus profond de son subconscient une image qui est presque comme réelle. Et cette image qui est presque comme réelle, si vous tenez sur l'endurance pendant des mois, des années, cette image, il y a des choses qui font que ça va se réaliser. Et ça a déjà été prouvé. Hein. À titre d'exemple, ils ont déjà fait ce que je suis passé dans l'émission du pouvoir du corps humain avec Michel Simès et Adrien Carambeu. C'est un peu compliqué dans ma tête de Toby. C'est bizarre, hein. Et justement, dans cette émission, ils faisaient des tests à Lyon où on a fait des tests, voilà. Où on prend un bras, tu le travailles pas physiquement, mais tu le travailles mentalement. Ils mettent des électrodes. Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bioionique. Steve Austin deviendra cet homme. Et puis, ils regardent de combien ça a augmenté. Je crois que c'était en 3 semaines, ça a augmenté de 12%. Donc les fibres musculaires. Les fibres musculaires, sans les travailler sans aucun le biceps mouvement, par exemple, mais en travaillant mentalement. J'en avais entendu parler, c'est ouf. Non, mais moi j'y crois, je suis un archi convaincu. Non, mais quand tu dis ça, tu dis bon, voilà, c'est prouvé, là, c'est bon les gars. Et malheureusement en Europe, on n'utilise pas forcément ça, plutôt en Asie. Mais donc j'invite vraiment les gens à aller découvrir ça sur Internet ou dans les livres. Et c'est une technique qui marche très bien. L'être humain, le cerveau, on l'utilise pas assez à mon sens, alors que c'est le muscle principal. On va tous faire du fitness, du cardio, machin. Mais combien de gens travaillent leur subconscient chaque jour? Avec l'impact que ça pourrait avoir dans leur vie quotidienne, j'en suis archi convaincu aussi. Alors nous, ce qui va être aussi intéressant, ça va de voir les moments de vie ou des moments de vie qui t'ont construit, qui t'ont fait justement mettre cette conscience. Tu nous as donné déjà quelques éléments. J'aimerais qu'on déroule un petit peu ta vie, puis te dire, tiens, ouais, moi je me rappelle, il y a eu telle expérience, ou tel moment, tel partage, telle rencontre. Gaël, ma kiné, avec qui j'ai commencé tout de suite après mon accident, la rééducation. Ouais. Mais est-ce que ça m'a fait prendre conscience? Je sais pas, mais en tout cas, on a fait un duo qui était extraordinaire. Tiens, quoi? Qu'est-ce qui a fait que votre duo, tu crois qu'il a marché? Parce que j'étais énormément impliqué. Du coup, comme elle sentait, bon, voilà, peut-être à l'époque, quand tu avais des patients qui étaient impliqués, tu te disais, mais trop bien, t'as envie de t'impliquer. Si t'as un patient qui en a rien à faire et qui, voilà, t'as pas envie d'aller plus loin. C'est un peu plus loin. Et nous, on a été vraiment loin dans le processus. On a été développer ces attelles en Allemagne. Enfin, on a vraiment fait quelque chose d'extraordinaire. Après, voilà, une rencontre, je dirais qu'il y a un monsieur qui m'a marqué quand j'étais en rééducation. C'est un mec qui était maçon. Du coup, il était tétraplégique, il y avait 50 ans. Et ce mec, quand je suis arrivé, je le voyais se battre chaque jour comme un dingue. Il lâchait rien. Et toi, t'arrives à 20 ans, t'as perdu, entre guillemets, juste l'usage de ses jambes par rapport à lui. Et tu dis, mais quand tu vois ce mec, j'ai pas le droit de me plaindre, mais je vais me battre jusqu'au bout. Parce que lui, il lâche rien à son âge. Mais moi, à 20 ans, je vais aller encore plus loin, quoi. Et le fait de me voir, ça m'a donné de l'inspiration. Ça m'a marqué, vraiment. Et tu vois, il récupérait, donc ça me donnait espoir. Ouais, en plus de voir que lui, il se passait des choses, voilà. Et donc tu avais ça de l'extérieur, et moi, à ce moment-là, moi aussi, alors. Ça me donnait espoir. Au début, tu vois, quand t'es un peu perdu et que tu vois quelqu'un comme ça, c'est un modèle, tu vois, c'était important. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, t'as pas écouté ou t'as pas envie d'écouter les médecins dans leur façon de te dire les choses, ça te convient pas? On en revient un petit peu au début de la question où tu me demandais si je connaissais bien mon corps. Et en fait, je pense que les médecins ont un protocole qui est pour toutes les personnes lambda. Le spécialiste! Moi, en tant que sportif de haut niveau, je connaissais bien mon corps. Et donc, je savais là où je pouvais aller. Ouais, et donc, c'est très généralisé. C'est généralisé. Je savais que je pouvais aller plus loin. Et eux me disaient, non, c'est pas possible. Alors que si, tu vois. Et donc, comme j'avais cette faculté de bien connaître mon corps, ça m'a permis quand même d'aller plus loin. Et même si on me disait que fallait pas, je savais que si, c'était important. Donc, on a eu des désaccords, du coup. C'est ça. À un moment donné, tu fais plus confiance à ce que tu sens, à ton corps,
que à de la théorie de quelqu'un qui a fait ses études, et même s'il a son expérience, il est quand même pas dans ton corps. Voilà. C'est ça aussi un peu, quoi. Donc, et ça, là, lui, ça, à un moment donné, il l'entend pas. Ça a été compliqué. Et je suis très content parce que 12 ans après, du coup, le docteur Khaled, peut-être que tu as connu, qui était à l'Espoir, a témoigné dans l'émission où il a reconnu que la technique de la visualisation avait fonctionné. Et je suis content dans cette émission, il l'a dit, il l'a prouvé. Et il dit, c'est vrai, quand j'ai vu Axel, j'étais perturbé au début. Parce que il voulait aller plus loin, on était en désaccord et tout. Bon, après, ça s'est bien terminé, c'était top. Donc il a quand même été à l'écoute et ouvert à quelqu'un qui a une autre façon de voir les choses. Ouais, c'est sûr. Parce que on peut se mettre en danger en sachant que peut-être je récupérerai jamais. Et le danger était là aussi parce qu'ils se disaient, mais s'il récupère pas, ça peut être une descente aux enfers qui peut être terrible. La mauvaise surprise. Il y a un espoir qui peut s'effondrer et lui, il anticipe ça en disant, je préfère pas lui mettre d'espoir pour... Ok, d'accord. Autre rencontre, autre moment qui t'ont construit, qui t'ont fait avancer, qui t'ont fait mieux te connaître? À ma reconversion, j'ai rencontré une kiné et en fait elle tenait un club natation handisport. Ouais. Je voulais me reconstruire dans le sport, mais j'ai essayé le tennis fauteuil, j'ai essayé le basket fauteuil, j'ai essayé l'escrime fauteuil, le ski fauteuil, enfin pas mal de choses. Et en fait j'ai essayé la natation et puis avec Anne, on a eu une super entente. Bon, on se magne, on va au vestiaire et on prend le maillot, bonnet, pince-nez, lunettes. Et on se retrouve dans 5 minutes dans le bassin, ok? Mais c'est chaleureux comme accueil. Oh là là, c'est bon. Allez, file. On a décidé, c'était ambitieux, de se lancer pour aller aux Jeux paralympiques de Rio 2016. Comment ça se passe? Je veux dire, comment à un moment donné vous au début, il me dit, il est fou. Avoir l'idée. Enfin, il me dit, il est fou. C'est toi qui lui amène, qui lui dit. Ouais. Je dis non, c'est sérieux, je veux construire quelque chose de dingue. Et c'est vrai qu'ensemble, on a réussi à commencer à donner un élan à ce club qui était dingue parce que elle s'est impliquée à 200%. On a construit ce projet, on a été trouver des partenaires, on est allé s'entraîner un peu partout. On a été dans les îles s'entraîner avec les coéquipiers. Enfin, alors que ce club à la base c'était du loisir. On reprend. Et là, on a commencé à faire du championnat de France, championnat d'Europe, etc. Donc ça a été un truc de fou parce que après, ça a donné l'envie à d'autres patients aussi de se lancer. Derrière, ça a aussi inspiré ça. Ouais. Tiens, et quand tu vois ça, à quel moment c'est ça? Dans tout ton parcours, tu dis, et moi, finalement, mon histoire peut être inspirante pour d'autres. Il y a un moment où j'en ai pas conscience. T'en as pas conscience à ce moment-là? Pas forcément, parce qu'on est dans la tourmente de devoir aller toujours plus haut, plus loin dans la performance. T'as pas conscience de ça et tu te remets toujours en question pour aller encore plus vite, etc. Donc c'est pas la prio pour l'instant. J'en ai pris conscience quand mes partenaires de l'époque m'ont fait intervenir pour la première fois, où là, les collaborateurs sont venus me voir à la fin et m'ont fait d'énormes retours. J'ai regardé dans le rétroviseur et j'ai pris conscience qu'il y avait vraiment un parcours qui a été quand même pas mal. Est-ce que c'est suite à ça tu te dis moi finalement intervenir c'est comme ça que c'est arrivé. En fait, j'étais athlète pour la BPCE. D'accord. Voilà, ils me finançaient des stages et tout ça. Il y avait d'autres athlètes très connus. Et en fait, à chaque fois, je me souviens, au stade Vélodrome de Marseille, il y avait une convention où il y avait tout le colloque. À chaque fois, on me faisait intervenir en me disant allez Axel, on aime bien, vas-y. Mais je dis mais prenez les stars là. Ouais, ça va. On n'est pas au festival de Cannes non plus. Pourquoi moi? Et on me dit non, on aime bien et tout. Et du coup, j'étais encore intervenu, mais juste sous forme de questions-réponses rapidement. Et à la fin, ils m'ont dit on aimerait bien que tu viennes chez nous pour notre colloque, parler de ton parcours en histoire. Et je l'ai fait naturellement. Et j'ai rencontré une femme sur place, la DRH, qui me disait mais vous faites ça souvent et tout. Et là, elle m'expliquait oui, on fait intervenir des athlètes, ils parlent de leur expérience, c'est très enrichissant pour les collaborateurs, faire le parallèle et tout. Et après, j'ai décidé de construire une vraie conférence. C'est-à-dire que suite à ça, tu dis bon, on me dit que c'est plutôt sympa ce que je fais. Toi, t'as pris du plaisir à le faire? C'est ce que j'allais dire. Moi, à la fin, voir l'impact qu'il y a sur les gens, ça a été quelque chose de top. C'était les retours, notamment, c'est ça? C'est ça qui m'a fait prendre conscience, tu vois. Parce que t'as le syndrome de cet imposteur où tu te dis pourquoi je suis là à raconter ma vie, on s'en fout. Ouais, on s'en fout. Tu vois, je me disais ça. Okay. Et en fait, quand j'ai vu ces gens venir à la fin et avoir des super retours, ça suffit à bousculer la voie. Ça m'a fait prendre conscience que c'était très enrichissant pour les gens et que ça pouvait les aider et avoir un impact. Et donc là, je me suis dit que ça allait être ma nouvelle mission de vie. Avoir un impact mondial en démontrant que derrière l'impossible se cache toujours un possible. Parce que c'est notre
notre projet. Genre, mais tout de suite, ça a fait un switch quand tu... Parce que là, c'est comme si tu as dit, tac, déclic, machin, c'est bon, j'ai compris, on y go, quoi. Ouais, ça a été assez vite, ouais. En plus, j'étais après les Jeux. Je savais pas si je continuais la natation ou non. Je commençais à avoir pas mal de blessures aux épaules. Du coup, je réfléchissais à quelque chose et je me suis dit, bah, c'est quand même sympa. T'es comme sur une compétition avec du public. Il y a un équivalent. Mais t'as pas de concurrent. Ok. Mais il y a quand même, il y a un challenge. Ouais, t'as envie de, voilà, pas comme toi, tu vois, t'as envie de faire une top performance. Ouais. T'as envie de faire plus en plus kiffer les gens. Voilà. Et t'as envie qu'ils soient de plus en plus nombreux, tant qu'à faire aussi à t'écouter. Voilà, c'est ça. Donc du coup, je me suis dit, mais il y a toujours cet esprit compétition où tu vas un peu partout en plus. Ouais. Enfin là, moi je voyage beaucoup. Et t'as l'impression d'être à chaque fois sur un nouveau circuit. Mais là, t'es dans une nouvelle salle avec un nouvel style de public. Comment tu te réadaptes. Des cultures différentes. Ouais. Ah oui, la culture aussi à chaque fois. Ok. Donc là, tu te dis, waouh, mais ça, c'est mon nouveau championnat à moi. Ouais. Tu écris. Tu la structures un peu plus. Ouais. C'est ça? Voilà. Je monte un speech, voilà, avec une scénographie où je démarre en fauteuil roulant et au fur et à mesure des interventions, je m'assois sur un coin de table puis je termine debout en marchant. Donc ouais, je me disais que en plus d'impacter les gens avec le speech, les mots, je peux les impacter visuellement avec cette scénographie et ça a été un carton. Et après, j'ai fait mon premier TEDx et là, il y avait 800 personnes et là, ça a été, les gens se sont mis debout à la fin. Et là, je me suis dit, ouais, je me suis pas trompé, c'est ça que je vais faire. Ouais. Tout ça, ça vient confirmer, quoi. Ouais. Entre ce que tu vis, plus ce que tu reçois. Et encore une fois, on revient au début, bien se connaître soi mentalement et physiquement. La gestion du stress avant un événement. Ah bah tiens, je veux bien qu'on pointe ça. Comment tu gères justement un événement qui a de l'enjeu pour toi? Aujourd'hui, c'est quoi ta tactique? Est-ce que tu as des process mentaux par rapport à ça? Alors, je me mets dans un process où je suis complètement arrogant. Alors que je suis pas du tout comme ça dans la vie. Mais ça t'aide, ça t'aide. Toi, ça t'aide. Processus où je me dis que si je suis là, c'est parce que je suis le meilleur et que je suis légitime d'être là et de toute façon, je l'ai fait plein de fois et je vais pas me louper. Mais c'est marrant que tu appelles ça arrogant. Moi, j'appelle pas ça arrogant. J'appelle ce quelque chose un crime. J'appelle ça. Non, mais je me mets dans sa confiance en soi, en fait. Ouais, c'est ça, on pourrait dire ça. C'est comme si tu l'as survitaminé, mais juste le temps de. Enfin, moi, perso, je trouve pas ça arrogant. Parce que non, mais je sais pas comment l'évoquer, mais je me mets dans cette posture-là. Ok. Et ça, tu gonfles le truc jusque le moment de la montée sur scène ou du démarrage? Ouais, voilà. C'est ça? Ouais. Ok, d'accord. Après, j'ai fait du sport de haut niveau avec des compétitions, avec des enjeux qui étaient ultra importants. Par exemple, la qualification pour les Jeux, c'est 50 mètres une seule fois, point barre. Tu travailles 5 ans de ta vie pour ça. Oui. Mais on a besoin de stress aussi pour être performant. Ça important. aussi, il y a le mauvais stress et le bon stress. Quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais chasseur? Le stress, ça accélère ton rythme cardiaque, ça te permet d'être dans une situation d'alerte pour réagir vite. Allez, ouais. Donc si t'es de tension, pour faire un 50 mètres, c'est pas non plus l'idéal. C'est pas l'idéal. Alors ton corps se met automatiquement dans une situation de stress qui te permet d'être très réactif et tout. Donc ça, c'est le bon stress. Mais après, t'as le mauvais stress qui va te bouffer en énergie, psychologiquement, etc. Et qui coupe aussi, qui vient couper tes compétences et tes qualités finalement, si je pense. C'est ça. Donc le challenge finalement, c'est de réussir quoi? À jongler entre les deux, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Alors comment? C'est pas facile, hein. Je saurais même pas l'expliquer parce que chacun a une technique différente. Mais en tout cas. Mais toi, tu le sais. Tu sais que là, t'es dans le bon stress. Ouais. Tu dis, ok, je suis toujours dans le bon. Et bizarrement, dans les conférences, parfois, je suis dans le mauvais stress. Du coup, j'arrive complètement endormi. Et parfois, les clients me disent, mais ça va aller. Et après, une fois sur scène, c'est le feu. Ouais, t'as quand même. Mais avant, je suis pas comme sur une compétition de natation où je pourrais être hyper actif. Je suis vraiment en mode, le stress m'a bouffé. Ouais. Mais je préfère faire ça et du coup je suis cool finalement. Et après sur scène, je démarre et là go c'est le feu quoi. Maintenant j'avoue que je suis plus trop stressé. Voilà, on voit toutes sortes de publics donc maintenant voilà ça va. Ça peut arriver sur des grosses confs en anglais. Voilà, là c'est nouveau, c'est différent mais. Qu'est-ce qui fait que tu te dises à un moment bon allez basculons en anglais ou en tout cas testons l'anglais? Where is Brian? Brian is in the kitchen. Ma mission de vie, c'est de partager ça au plus grand nombre. Et donc, je me suis dit, pourquoi limiter ça à la France? J'ai toujours vécu dans d'autres pays, énormément voyagé. Le but, c'est toujours la même chose, aller faire comme je faisais en moto, mondial. Donc, tout ce qui est possible. Et donc, ça commence bien à prendre, ouais. Tu parlais de voyage. Est-ce que tu as un voyage qui t'a marqué aussi, pareil, dans ta construction, dans ta façon de voir la vie? Je suis allé pas mal de fois aux États-Unis pour la moto et voir cette culture où
on te dit que rien n'est impossible, c'est inspirant. Ici, on nous met plus des limites, voilà, un cadre à l'école, dans les rails. Voilà. J'arrive là-bas et tu vois des mecs qui font des trucs de dingue et tu te dis, c'est possible. C'est possible. Ça m'a pas mal, marqué. On peut parler d'un film. J'ai adoré The Social Network, Facebook. Donc le film que je regarde qui souvent. parle de l'histoire de Mark Zuckerberg, un petit peu romancé, Oui. mais on doit pas être trop loin de la vérité quand même. Mais quand tu vois que c'est des mecs qui commencent de rien et qui vont faire un truc de fou, voilà. C'est typiquement ce que tu vois aux US. C'est des gens qui n'ont pas peur de rêver grand et faire des trucs de fou. Et ça, c'est quand même assez inspirant, ouais. Tu as parlé d'un film. Est-ce que tu es lecteur? Est-ce que tu utilises des livres aussi pour te faire du bien, pour te faire évoluer? 28 principes pour rebondir. 28 c'est mon livre. principes pour rebondir. C'est le tien. Bien joué. Non, bah En oui. même temps, en écrivant, on s'auto-inspire, hein, voilà. J'ai lu, à la sortie de la sœur de fabrication, le livre du docteur Joseph Murphy. D'accord. Et justement, on en revient à la technique de la visualisation. Et dans ce livre, il explique comment mettre en place cette technique. J'avais déjà expérimenté cette technique, mais avec ce livre, j'ai pu aller encore plus loin, comprendre, mettre des mots sur ce que j'utilisais. Il explique quoi? Un peu scientifiquement même comment ça fonctionne? Pas trop scientifiquement, non, mais pas comment on peut mettre en place cette technique. D'accord. Par contre, j'ai lu un livre qui est Dr Tara Swart, une anglaise. Ouais. Elle explique scientifiquement avec la neuroscience comment ça fonctionne. D'accord. Donc j'ai lu les deux. C'est marrant parce que d'un côté, il y a quelqu'un qui est pas scientifique mais explique comment il a utilisé cette technique de la visualisation. Et de l'autre, Dr Tara Swart explique scientifiquement comment ça fonctionne. C'est cela. Ouais. Donc les deux sont bien à lire. Excellent. Voilà, c'était pas mal. J'ai cru comprendre que tu avais une famille et notamment un enfant. Ouais. Je me demandais, dans ta façon de transmettre tout ça, je suppose qu'on peut déjà transmettre dès les premiers instants. Comment tu fais justement pour transmettre tout ce que tu as pu toi apprendre sur toi comme ça à ton fils? Bah je dirais, mais j'en ai deux. Ah, t'en as deux? Ouais. Ce que j'essaye d'inculquer, voilà, c'est qu'il est important de vivre l'instant présent au quotidien. On vit tous dans une tourmente où les choses vont de plus en plus vite. On oublie que la base de la vie de chacun d'entre nous, c'est d'être heureux. On base nos fondamentaux sur des idéaux qui sont peut-être sur les réseaux sociaux, sur des choses qui nous font rêver avec, je sais pas, voilà, des choses matérielles, etc. Et je pense qu'on s'est éloigné de toutes ces bases qui sont très importantes aujourd'hui, qui est la famille, qui est vivre l'instant présent, fêter des petites victoires. Quand on a vécu quelque chose de tragique comme moi, tout ça, tu t'en fous. Juste, tu veux être heureux, en bonne santé et pouvoir vivre pleinement ta vie. Juste ça, c'est magique, tu vois. Et faire ce que tu as envie de faire, c'est important. Combien de gens je vois qui se disent à 50 ans, putain, à la retraite, je ferai ça, mais ils le feront jamais finalement. Ils passent jamais le cap comme peut-être toi tu as franchi, qui est pas facile de se dire, je change complètement de vie. Passer de kiné à faire des spectacles, ça n'a rien à voir. Et quand j'ai eu mon accident, je me suis promis de faire les choses que j'aime et vivre ces instants présents à fond la caisse. Et donc aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de leur inculquer. Plein de gens ne trouvent pas leur voie. Pourquoi? On en revient à la question du début encore, parce qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Ils prennent pas le temps peut-être de se connaître eux-mêmes. Moi, j'ai eu des périodes où j'ai dû être très patient. Et durant ces périodes, tu te poses énormément de questions sur toi, tu te recentres et tu réfléchis beaucoup et tu découvres des passions ou d'autres choses, des choses que tu n'aurais pas pu découvrir si tu étais dans la tourmente du travail, aller plus loin, plus fort, vouloir plus, etc. Moi, j'ai pas toutes mes journées de vie pour penser aux autres. Est-ce que tu te rappelles d'un loupé de communication, toi? J'imagine que tu es vigilant à la façon. Alors, pas dans le. Alors, je sais pas si on peut dire dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Pour la petite histoire, je me suis qualifié pour les Jeux paralympiques, mais malheureusement, je n'ai pas pu participer aux Jeux paralympiques. Pourquoi? Parce qu'on m'a changé de catégorie de handicap. D'accord. Ok. Okay. Dans le handisport, on est classifié selon notre déficience. Ouais. Là, on m'a mis dans une catégorie de handicap avec des gens qui ont un handicap beaucoup plus léger que le mien. Une interprétation qui a été faite selon la communication où je me mettais debout. Et c'est pas parce que je me mets debout que je suis apte à faire des mouvements de jambes dans l'eau. Et malheureusement, ça m'a porté préjudice où on m'a changé de catégorie. Non pas parce qu'on jugeait que j'étais pas apte à faire certaines choses dans l'eau, mais parce que sur des vidéos, sur des réseaux sociaux, on m'a vu debout. Et donc les gens, en me voyant debout, ont interprété ça d'une manière différente et on s'est dit que j'avais récupéré alors que non. Tu comprends? Okay. Ouais, je vois très très bien. Et donc, même si on m'a testé et que, sur les points, je suis dans la catégorie toujours d'en dessous, il n'y a rien à faire pour un point de plus, on m'a mis dans la catégorie d'au-dessus. Okay. Parce qu'ils jugeaient que non,
par rapport à ce qu'ils avaient vu dans une communication, j'étais debout. Ça a eu quoi comme conséquence, ça ? J'ai pas pu aller aux Jeux Paralympiques. T'as pas pu du tout à cause de ça. Ok. Tout le monde me disait, mais arrête de faire voir que tu es debout et tout. Mais moi, je disais, mais je veux pas me cacher d'être debout. Ah oui, puis c'est ouais. Je mens pas, je suis debout, mais j'ai pas récupéré de muscle. C'est mes attelles et tout qui me permettent de faire ça. T'as quand même, toi, été à l'écoute et de ton alignement. Je sais pas, est-ce qu'avec le recul, peut-être je me dirais, je me cache et je décroche ma médaille olympique et après je mets debout, tu vois, je sais pas. C'est difficile, c'est une question qui est compliquée. Ouais, je comprends. Ah, intéressant, très intéressant. Allez, et peut-être pour terminer, parce que le temps passe. Si tu avais un conseil, comme ça, spontanément, même si tu nous en as proposé plein, si tu avais un tips à proposer aux gens sur le fait de justement de mieux se connaître ou mieux se comprendre ou mieux comprendre les autres, qu'est-ce que tu proposerais comme ça juste Avant de juger d'apparence les gens, comprendre leur histoire, de là où ils viennent, pour se faire une idée de la personne. Et je pense que c'est important. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les gens peuvent avoir des préjugés avant, voire même de communiquer. Cool, votre déguisement. Merci. Et c'est quoi l'inconvénient de ça ? Bah, ça peut mettre des freins, ça peut faire transparaître une image qui n'est pas la leur. Ça teinte finalement aussi l'échange après. Donc c'est important de premier abord de pas juger quelqu'un. Et des gens peuvent paraître peut-être cons de premier abord et peuvent être très sympas. Et l'inverse. Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement elle est gentille. Et le risque c'est que tu te prives peut-être d'un bel échange, d'une belle relation, simplement sur la première paire de lunettes. Ça me va très bien, c'est très très chouette. On va rester là-dessus. Un grand merci Axel. On va mettre évidemment toutes tes on va mettre le site peut-être internet, on va mettre le livre je crois. Oui, on peut mettre le livre. Alors les gens peuvent continuer à me suivre sur les réseaux sociaux. Tes réseaux sociaux, évidemment. Plein d'actualités, beaucoup de choses sur mes interventions, mes conférences, sur mes projets. Donc n'hésitez pas à suivre tout ça. Si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Et la prochaine grosse actu pour toi, c'est quoi le prochain projet, Je peux pas en parler. Tu peux pas en parler Suspense, faut suivre, faut aller sur ces réseaux, vous aurez l'info en temps et en heure. J'en profite aussi pour donner mon actu, Axel, de ce fait. Le site Comme en couleur sur lequel vous retrouverez toutes les dates pour l'Européen à Paris chaque mois avec le spectacle Comme en couleur. Tout ça, vous retrouvez en tapotant bien sûr les réseaux sociaux aussi. Axel, c'était un grand plaisir. Je te remercie d'être venu et puis je te souhaite une belle route, plein de bonnes choses et surtout d'inspirer des milliers de personnes comme vous.